Ben, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Chauffin dans le cadre du Festival de géopolitique. Merci d'avoir accepté d'échanger. C'est une collaboration Université populaire européenne de Grenoble et puis GEM et son festival, donc c'est intéressant et important. Ce qu'on souhaitait avoir comme point de vue, en quelque sorte, d'abord, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez du Brexit avec ce feuilleton permanent? Merci beaucoup Henri, merci beaucoup Katia de cette invitation dans le cadre de ce festival effectivement de géopolitique. Alors effectivement on est dans une période assez particulière dans la mesure où finalement il y a eu toute une série de chocs, de crises qui sont survenus et le Brexit n'est pas le moindre de ces chocs, puisque on en parlait hier dans le cadre du débat qui a été organisé à ce sujet dans le festival de géopolitique, mais c'est évidemment une mauvaise chose pour l'Union européenne, c'est une amputation, c'est un symbole de désunion, et effectivement depuis 1 an et demi, période pendant laquelle les négociations entre l'Union européenne et Londres ont eu lieu, on voit bien que cette négociation sur la sortie, d'abord, avant même de parler des relations futures, ces négociations sont extrêmement pénibles, même si un accord a été obtenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, le Parlement britannique ne parvient pas à se mettre d'accord, à voter majoritairement sur ce divorce. Et on voit bien que beaucoup d'énergie, de capital politique est dépensé, beaucoup d'énergie est mobilisée à la fois par le Royaume-Uni mais aussi par l'Union européenne pour acter cette séparation, ce divorce. Alors où en sommes-nous en fait au moment où nous parlons? Pas facile à savoir. Pas facile à savoir. Nous sommes le 13 mars, le 14 mars. Le Parlement britannique a refusé de voter l'accord de retrait qui a été négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Le Parlement britannique a voté hier, 13 mars, contre l'idée d'une sortie sans accord. Et donc, on s'oriente vers un troisième vote en vue d'une extension, d'une prolongation de cette sortie. Donc l'incertitude reste très importante, l'incertitude politique, mais aussi l'incertitude pour les acteurs économiques. Avec la proximité des élections. Et effectivement, avec un impact que pourrait avoir cette prolongation, cette extension sur les élections au Parlement européen, puisque finalement, nous sommes face aujourd'hui à plusieurs scénarios possibles. Le premier, finalement, celui qui arrangerait tout le monde, c'est que le Brexit ait lieu effectivement avant les élections européennes, auquel cas ça ne poserait aucune difficulté particulière, et il n'y aurait pas d'élection organisée au Royaume-Uni. Deuxième scénario, le Brexit pourrait avoir lieu dans le cadre d'ailleurs d'une prolongation, d'une extension de cette sortie vraisemblablement programmée aujourd'hui, je dis bien vraisemblablement, possiblement en tout cas, pourrait avoir lieu entre les élections européennes et le 30 juin. Dans ce cas-là, second scénario, a priori, il ne serait pas du tout logique d'organiser des élections pour le Parlement européen au Royaume-Uni. Troisième cas de figure, et là évidemment les choses se compliquent davantage, le Brexit a lieu après le 1er juillet, c'est-à-dire après, alors, précisément en fait, la nouvelle législature au Parlement européen commencera le 2 juillet prochain. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est contraint d'organiser des élections pour le Parlement européen au Royaume-Uni? Est-ce que le Royaume-Uni doit élire des représentants au sein de l'Assemblée de Strasbourg, sachant qu'ils n'ont pas renoncé au Brexit? Donc quelles seraient les modalités de sortie de ce point de vue-là? Ce qui, moi, me fera beaucoup, pour peut-être terminer de répondre à cette question, c'est que la stratégie de Theresa May est quand même très particulière, puisqu'elle est jusqu'au boutiste. Oui. Elle joue en fait la carte, elle semble jouer la carte en tout cas, d'une radicalisation finalement des débats au sein du Parlement britannique,
en espérant que quand on arrivera au bout du bout, eh bien, la situation se dénouera, ce qui n'est pas si évident que ça, c'est un pari qui est très risqué. Et ce qui est aussi très frappant, c'est qu'elle n'a pas engagé en fait un débat sur finalement telle ou telle option sur laquelle il pourrait se dégager une majorité au sein du Parlement britannique. C'est-à-dire, au-delà de la seule question du divorce, est-ce qu'il pourrait y avoir ou pas une majorité sur telle ou telle formule des relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Est-ce qu'il pourrait y avoir une majorité sur une union douanière, par exemple? C'est la position des travaillistes. Est-ce qu'il pourrait y avoir une majorité ou pas sur une formule de type norvégien adapté à l'espace économique européen? On n'en sait rien. La Grande-Bretagne ne se compare pas beaucoup à la Norvège, si je comprends bien. Non, certainement pas. Et ce qui gênerait d'ailleurs dans le système norvégien la Grande-Bretagne, c'est évidemment de ne plus avoir de possibilité de participer à la prise de décision sur la définition des règles de fonctionnement du marché. Est-ce que, justement, par rapport à toutes ces hésitations britanniques, est-ce que vous pensez qu'il y a dans la perspective, en quelque sorte, européenne, d'autres retraits possibles? Non, je ne crois pas. Alors peut-être que je réponds de manière un peu ferme, mais il est toujours très difficile d'anticiper ce genre de choses. Mais ce qui est très frappant, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui ont été faites depuis le résultat du référendum britannique, c'est qu'il y a au moins deux choses en fait, qui sont notables. La première, c'est que le sentiment des opinions publiques dans tous les pays membres à l'égard de leur participation à l'Union européenne est devenu plus favorable. Il y a une sorte de solidarité qui s'est créée. Oui, il y a une sorte de renforcement du sentiment d'adhésion en fait, à l'Union européenne qu'on voit dans tous les pays, même dans les pays... Même les illibéraux. Même dans les pays effectivement gouvernés par des forces politiques nationales, populistes et libérales, effectivement, comme la Pologne ou la Hongrie ou l'Italie, où le degré d'euroscepticisme est pourtant très fort en Italie, ce qui est aussi très troublant pour un pays fondateur europhile traditionnellement. Et la deuxième chose qu'on constate quand on regarde ces enquêtes d'opinion, c'est que dans aucun pays non plus, on ne trouve une majorité favorable à la sortie de l'Union européenne. Il n'y a pas de majorité europhobe dans aucun pays membre. Il y a un discours europhobe, mais pas forcément... Il y a un discours eurosceptique très fort, c'est-à-dire qu'il y a un discours effectivement critique sur tel ou tel aspect de la construction européenne, mais dans aucun cas, ni en Grèce, ni en Italie aujourd'hui, ni en Pologne, ni en Hongrie, ce discours ne conduit à revendiquer la sortie de l'Union européenne. Si on voulait reprendre les catégories d'Hirschman, on pourrait dire qu'on est dans le voice, mais pas dans l'exit. Et donc de ce point de vue-là, je pense que la question britannique est une question spécifique au Royaume-Uni et à la Grande-Bretagne, et peut-être même à l'Angleterre. Peut-être à l'Angleterre. Et n'est pas une crise européenne. Je crois que c'est... Si on voulait établir des connexions, à mon avis, il y a davantage de connexions entre le référendum britannique sur le Brexit et l'élection de Trump aux États-Unis, plutôt qu'entre le Brexit et la crise de légitimité de l'Union européenne et les difficultés que rencontre l'Union européenne elle-même. Troisième question, en quelque sorte. Au fond, qu'est-ce que vous pensez de la renaissance européenne souhaitée par le président Macron? Alors, le terme de renaissance que vous évoquez fait directement allusion à la lettre que le président français a adressée aux citoyens européens dans 23 langues, par voie de presse, sans médiation finalement partisane. Donc c'est intéressant du point de vue de la forme. D'abord, ma première réaction a été celle-là, de considérer qu'effectivement le lancement des élections européennes par le président français sur la forme était un exercice intéressant parce qu'il s'adressait directement aux citoyens européens, il ne s'adressait pas à ses partenaires européens, aux chancelleries, aux autres chefs d'État et de gouvernement. Il s'adressait aux citoyens européens et pas uniquement aux citoyens français, donc dans 23 langues, dans les journaux européens des différents pays membres. Donc je trouve que l'exercice était intéressant. Sur la forme, peut-être que le terme de renaissance est peut-être un petit peu excessif. Et d'ailleurs, on voit bien dans les réactions dans les autres pays membres vis-à-vis de cette tribune, peut-être que cette vision un peu échevelée de la relance de l'Union européenne, c'est une démarche française. C'est une démarche, oui, c'est peut-être un peu trop rhétorique. C'est peut-être un peu trop rhétorique. Maintenant, sur le fond,
alors de manière beaucoup plus concise et ramassée. C'est une tribune, c'est un projet qui évidemment fait directement écho à ce que le président français avait développé dans son discours de la Sorbonne. Et dans la campagne électorale. Et dans la campagne électorale qui a précédé. Et je crois qu'il y a plusieurs choses à dire, en fait, moi, qui me semblent importantes du point de vue de cette conception, de cette finalement nouvelle politique européenne de la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. La première, c'est le constat que je partage complètement et l'analyse qui est faite par le président que le statu quo actuel, en fait, n'est pas tenable. Ça, je crois qu'il a raison. Et c'est nouveau, je crois, chez quelqu'un qui défend un parti pris européen très net, de pouvoir développer un discours critique, c'est-à-dire au sens presque philosophique du terme, presque kantien du terme, au sens de l'effort de définition des failles, des limites du système européen. L'idée qu'effectivement ce système aujourd'hui doit être réformé parce qu'il n'est pas suffisant pour faire face à un certain nombre de défis, à un certain nombre de chocs de souveraineté. La crise de la zone euro était un choc de souveraineté, la crise migratoire est un choc de souveraineté, les attentats terroristes aussi. On voit bien que ce qui caractérise notre époque, en fait, ce sont des défis de type régalien qui touchent au cœur de la souveraineté de l'État et pour lesquels l'Union européenne est mal armée. Si je voulais filer la métaphore, l'Union européenne, ce qu'elle sait faire, c'est faire fonctionner le marché, elle sait produire de la règle, elle sait réguler la concurrence, elle sait piloter une politique monétaire, elle sait faire ça, elle le fait très bien, efficacement. On peut discuter ensuite de telle ou telle décision, mais en tout cas, elle a les instruments, ça marche, ça fonctionne. Par contre, contrôler les frontières extérieures, favoriser la coopération pour la lutte antiterroriste, développer des politiques d'asile ou d'immigration, développer une politique de lutte contre l'évasion fiscale, la fiscalité étant aussi le fondement domestique de la puissance régalienne. Sur tous ces sujets-là, on voit que l'Union européenne, encore une fois, est mal armée. Et je pense que c'est le constat que fait le président de la République. Et finalement, tout son projet de refonte, peut-être que le mot là aussi est un peu excessif, de refondation, ce mot est encore une fois peut-être un peu excessif, mais en tout cas son projet de réforme de l'Union européenne, je crois, s'inscrit complètement dans cette analyse-là. Et je pense pour ma part que c'est une analyse qui est juste, et que si on ne répond pas finalement aux inquiétudes, aux attentes légitimes formulées, exprimées par les citoyens sur ces sujets, le contrôle des frontières extérieures, la question migratoire, la question de l'antiterrorisme, la question de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, on voit bien que c'est au cœur des attentes et des préoccupations de l'opinion publique. Si on ne le fait pas, bien sûr que la porte sera encore plus grande ouverte à la montée des populismes qui jouent là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces questions? Et je crois que c'est ça le troisième élément fort et structurant en fait, du discours du président français à destination de ses partenaires européens. Eh bien, c'est que il ne s'agit pas de dire que les États n'ont plus leur rôle à jouer, évidemment, sur ces sujets. Encore une fois, ce sont des sujets qui touchent au cœur de la souveraineté des États membres, mais que les États pris isolément ne peuvent pas, à eux seuls, répondre à des défis qui, par nature, sont des défis qui dépassent les frontières nationales. Et c'est le cas de tous les défis dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc la solution, elle passe par ce qu'il a appelé, alors moi le mot ne me convient pas vraiment, l'Europe souveraine, parce que évidemment il y a une ambiguïté. L'Europe n'est pas un État. L'Europe n'est pas un État, or la souveraineté est le critère de l'État, je parle sous le contrôle du juriste que vous êtes. Et donc plutôt parler d'Europe régalienne, puisque finalement ce qui est en jeu c'est la redéfinition de l'exercice en commun de compétences qui traditionnellement sont celles des États souverains. Mais il s'agit, je crois, en aucun cas de développer un futur État fédéral ou d'aller vers une intégration toujours plus poussée. Je crois ce qu'il y a dans le discours français aujourd'hui, dans la politique européenne qui est portée par les autorités françaises, c'est cette idée que le niveau finalement européen est un niveau d'action publique pertinent qui est complémentaire et non pas contradictoire avec l'exercice de la puissance publique au niveau national. Et que c'est à ce double niveau-là qu'on doit agir
en articulant les deux niveaux pour pouvoir répondre en fait, à ces défis régaliens qui sont lancés depuis maintenant au moins une dizaine d'années aux Européens. Dernière question, mais très courte. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir de l'Europe? Une réponse courte. Je suis pessimiste par réflexion et optimiste par volonté d'action. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry Chopin. Merci beaucoup.